Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plumenvis. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. À ce titre, tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Eric Barbry. Bonjour Eric. Bonjour Corinne. Eric, tu es avocat associé chez Racine Avocat. À ce titre, tu pilotes l'équipe IT et Data Protection qui intervient tant en conseil, contentieux, contrat et négociation sur l'ensemble des questions de propriété intellectuelle, de droit des technologies, mais encore du droit des données à caractère personnel. Tu es également régulièrement sollicité pour intervenir lors de conférences et aujourd'hui, tu es avec nous pour nous expliquer comment éviter que les systèmes d'information des ressources humaines, les SIRH, ne deviennent un cauchemar pour gérer le personnel. Alors, personnellement, j'aime bien nommer les SIRH les SIMRH, système d'information magique des ressources humaines. Alors pourquoi magique? Eh bien parce qu'ils ont pour objectif de rationaliser la gestion du personnel, en tout cas c'est leur promesse, l'optimiser, faciliter le quotidien des équipes RH, ça j'adore, tracer également les carrières, accélérer les processus, rendre plus belle la vie au sein des entreprises. Enfin, tout ça, c'est la promesse, hein. Et c'est pour ça que c'est magique. Dans les ressources humaines, il y a deux axes. Les ressources, qui font plutôt appel à la technique, et l'humain, qui demande moult savoir-faire, savoir-être, psychologie, etc., etc. Je dirais que les outils de gestion du personnel entrent plutôt dans le premier scope technique, mais pas uniquement technologique. Le droit y est omniprésent, d'où ma demande de faire cet échange avec toi sur les SIRH. Alors Eric, quels sont les principaux avantages d'un SIRH pour la gestion des ressources humaines de ton point de vue? Alors moi, du point de vue du juriste, hein, je vais dire l'avantage principal, qu'un SIRH peut présenter, c'est la sécurisation. Mais la sécurisation dans tous ses aspects. Je ne parle pas uniquement de sécurisation au sens sécurité technique, mais vraiment sécurisation, de l'ensemble de la filière RH. Ça veut dire qu'il y a la sécurisation, il y a la confidentialité, il y a l'intégrité, il y a la conservation. Bref, il y a la traçabilité. C'est-à-dire qu'un SIRH, ça commet des erreurs, évidemment, parce que ça peut être mal fichu, ça peut être mal programmé, ça peut être mal utilisé. Mais un SIRH de qualité, paramétré intelligemment et utilisé logiquement, nécessairement, ça doit amener à beaucoup plus de sécurisation dans une entreprise que l'usage manuel. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres avantages, hein. Il y a pas que la sécurisation dans la vie, hein. Il y a tout ce qui peut être gain de temps, tout ce qui peut être gain d'argent, tout ce qui peut être amélioration des services rendus aux utilisateurs, c'est-à-dire aux salariés. Mais c'est vrai que pour moi, la base de la base, c'est la sécurisation. Quels sont les pièges les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées lors de la mise en place et de l'utilisation d'un SIRH? Bah, si c'est un SIRH qui est développé en interne, ce qui est objectivement assez rare, hein, la plupart du temps, les SIRH maintenant sont externalisés. Ils sont même tellement externalisés qu'on est passé d'un modèle on-prem, comme on dit, c'est-à-dire installé
sur les serveurs des entreprises à des systèmes en SaaS, hein, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais si on est sur de l'interne, la difficulté majeure, le défi majeur ou le piège ou les pièges majeurs, c'est de développer une solution qui soit tout simplement conforme à la réglementation. La réglementation en matière RH est compliquée. Il y a évidemment le code du travail, mais pas que, hein. On sait qu'on a des problématiques en matière fiscale, on a des problématiques en matière URSSAF, on a des problématiques en matière d'imposition, on a des problématiques dans tous les sens. Et donc, déjà, le premier point, c'est est-ce que le système SIRH, enfin le SIRH que je vais mettre en place respecte ce cadre juridique. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps d'ailleurs, n'ayant pas forcément ni les compétences, ni les budgets, ni l'envie de développer de l'interne, on va passer par des prestataires extérieurs. Et c'est là qu'on tombe sur le deuxième piège. Le deuxième piège, c'est bien gentil de faire appel à un prestataire extérieur parce qu'il vous propose, comme tu dis, de faire papa-maman, café, thé, cappuccino. Le problème, c'est que ces outils, ils sont souvent commercialisés, comme on dit, sur étagère, et encore plus aujourd'hui avec les outils en SaaS. Et donc, en fait, ils répondent pas vraiment aux besoins de chaque entreprise de manière millimétrique. On accepte forcément d'avoir un outil qui est un outil générique, qui donc est fait pour le plus grand commun multiple ou le plus grand dénominateur commun, selon qu'on ait arrêté les maths en CP comme moi ou pas. Et donc, il faut qu'on arrive à accepter finalement, non pas que l'outil soit illégal, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qu'il ne va pas forcément répondre exactement à tout ce qu'on aimerait avoir, voilà, parce que c'est juste pas possible. Et là où on peut avoir des pièges, notamment, c'est autour du paramétrage, parce que, encore une fois, on peut avoir un très bon outil, mais qui soit mal paramétré. Au niveau de la maintenance de cet outil, on peut avoir un outil qui est bien, qui a bien été installé, qui a bien été paramétré, mais qui n'est pas maintenu. Donc voilà, il y a une rigueur dans la mise en œuvre et dans le suivi de ces outils qui est importante. Et quand on fait des développements spécifiques ou quand on utilise un outil qui accepte qu'on puisse le modifier pour tenir compte des spécificités du client, là aussi, il faut faire très attention à ces éléments-là parce que plus vous allez toucher un produit SIRH sur étagère et plus vous allez commencer à le tripoter, moins il va être stable dans sa manière de fonctionner parce que ces outils ne sont pas justement faits pour supporter des développements spécifiques, ils sont plutôt faits pour être pris tels qu'ils sont. Et donc voilà, c'est ces trois niveaux sur lesquels il faut être attentif, hein. Interne, développement légal, externe, accepter une part d'insatisfaction, et puis en termes de développement spécifique, faire extrêmement attention à la perturbation que cela peut porter ou représenter sur l'outil final. Mmh. Comment un SIRH peut-il contribuer à la conformité réglementaire? Il peut aider une entreprise à la conformité réglementaire dès l'instant où lui-même est conforme à la réglementation. C'est bien le b.a-ba de ce genre d'outil. C'est-à-dire que quand on sélectionne un SIRH, une des priorités absolues de celui qui va le sélectionner, encore une fois, qu'on soit petit, moyen ou gros, même débat, hein, même punition, c'est de s'assurer que l'outil qu'on va vous mettre à disposition respecte les réglementations. En l'occurrence, si on est une boîte française, respecte au moins la réglementation française, et qu'on soit capable que le prestataire soit capable de nous garantir cette conformité, à la fois au moment de l'acquisition, dans le cadre de la licence d'utilisation de base, où on fera attention à ce que effectivement l'outil réponde à la réglementation, mais aussi dans le temps, parce que le problème c'est que la réglementation évolue. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des produits en SaaS, c'est qu'ils ont une capacité d'évolution beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiate, parce qu'on fait une montée de version, une évolution, une nouvelle fonctionnalité, et on la déploie immédiatement auprès de tous les clients concernés, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué quand on est sur du on-prem, hein, parce qu'il faut aller installer les mises à jour. Donc voilà, il faut qu'on ait un produit qui soit à la fois respectueux de la réglementation au moment où on l'achète, mais aussi qui nous permette d'avoir ce maintien en condition opérationnelle de la réglementation. Et ça passe nécessairement par
soit des contrats de licence avec de la maintenance pour le on-prem, soit des abonnements qui incluent les montées de version sur le SaaS. Mmh. Est-ce qu'il y a des risques juridiques, potentiels associés à l'utilisation des SIRH? Alors, des risques juridiques sur le SIRH en tant que tel, a priori, non, pour autant qu'encore une fois, on ait choisi un bon prestataire avec des bons contrats et des bonnes garanties. Par contre, on peut avoir des problèmes périphériques autour de ce SIRH. Je pense toujours à mon fameux RGPD que j'aime, qui fait que, bah, voilà, déployer un SIRH, c'est aussi tripoter des données à caractère personnel, traiter des données à caractère personnel, éventuellement faire traiter ces données à caractère personnel par un prestataire. Quand on est sur du SaaS, bah, on a un prestataire qui va aussi héberger les données, qui va éventuellement faire de la maintenance, qui va faire du support à l'utilisateur RH, etc. Donc, c'est des gens qui sont qualifiés de sous-traitants au sens du RGPD. Et de fait, on doit faire extrêmement attention à ce que non seulement l'outil qui nous est présenté soit ou nous permette d'être conforme à la réglementation, mais que cet outil permettent aussi, ou en tous les cas que la mise en œuvre de cet outil s'inscrive dans le cadre du respect de réglementations comme le RGPD. Mmh. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de gouvernance des données finalement, pour éviter les problèmes, juridiques que tu as cités ou d'autres? Oh, en matière de données personnelles des salariés? Ouais, à partir du SIRH, Ouais. justement avec ce côté, hébergement, par un tiers des données, Bah, bon, il y a plusieurs questions ou plusieurs réponses à ta question, mais le 1er, c'est déjà de savoir quel type de données on va faire ingurgiter par ce SIRH. C'est déjà une première zone de danger potentiel, hein. Je reviens aussi, encore, malheureusement désolé, pour nos auditeurs, au RGPD, mais il y a quand même une base déjà, qui est importante, qui est ce qu'on appelle la minimisation des données. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un SIRH, il n'y a pas de sujet, mais on ne doit pas lui mettre dedans des trucs qu'on n'a pas à mettre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas à mettre? Ben, on n'a pas à mettre des choses dont on n'a pas besoin. C'est ce qu'on appelle le principe de minimisation, c'est-à-dire que bah, si tu n'as pas besoin de telle information, tu n'as pas à la mettre dans ton SIRH. C'est pas quelque chose qui est une vue de l'esprit, hein. Il y a déjà eu des condamnations rendues par la CNIL sur le sujet. La dernière en date de mémoire est de septembre 2023, en disant bah oui, vous pouvez avoir des données sur vos salariés, vous pouvez les intégrer dans votre SIRH, mais il faut qu'elles soient utiles. Euh, le deuxième aspect de cette réglementation, c'est évidemment tout ce qui va tourner autour des conditions d'usage, de la sécurité et de la, voilà, de la finesse avec laquelle on va pouvoir utiliser l'outil. d'accord. Donc c'est, si tu as des données, j'en sais rien, la taille de tes salariés, si la réponse, si on te demande, pourquoi tu as la taille des salariés, bah oui, c'est parce que je leur fais faire des t-shirts, c'est valable? Oui, c'est ça. C'est D'accord, d'accord. si tu as si tu as l'âge du capitaine, c'est parce que bah, il faut avoir un âge minimum pour Faire telle naviguer chose. sur un gros bateau, tu vois. Enfin, D'accord. moi j'ai eu des cas dans lesquels on avait par exemple des données de santé assez sensibles. Mais pourquoi? Parce que on avait une activité, enfin mon client avait une activité accidentogène et que quand Mmh. c'est accidentogène, bah, il faut que tu puisses sauver le plus vite possible tes Les collaborateurs. collaborateurs, Donc, d'accord, tu vois, tu as ce genre d'informations-là. Donc, en d'accord. fonction des entreprises, bah, tu peux avoir plus ou moins de données sur tes salariés. Par contre, effectivement, il faut que tu sois capable en permanence de justifier la raison d'être de ces données dans ton système d'information en cas de contrôle de la CNIL. Est-ce que quand on sélectionne un ou et qu'on met en place finalement un SIRH, il faut être attentif à certains aspects juridiques, particuliers? Tu as parlé de plusieurs aspects, notamment, enfin, sur la sélection du prestataire et cetera. Mais est-ce que, tu attires notre attention vraiment sur certains aspects, j'allais dire pointus et que l'on ne voit franchement pas forcément? Alors, j'espère qu'on les voit, mais, mais quand tu mets en place un SIRH, il faut penser en fait à ce que ce SIRH te permette, toi, de respecter tes propres obligations. Alors, je ne voudrais pas que tu aies l'impression que je fasse une fixette sur le RGPD, mais par exemple, est-ce que j'ai un système de purge?
Voilà, parce qu'au bout d'un certain temps, les données doivent être supprimées ou peuvent être supprimées. Est-ce que cette fonctionnalité existe, oui ou non? Moi, j'ai vu des SIRH dans lesquels on ne pouvait pas supprimer des informations. Est-ce qu'on peut modifier les informations? Est-ce que l'outil nous permet d'avoir un niveau de traçabilité qui fait que si jamais il y a une erreur dans l'usage de cet outil, on peut savoir si c'est du côté de la RH que ça n'a pas fonctionné, du côté d'un utilisateur, si éventuellement c'est au côté utilisateur que ça n'a pas fonctionné, que c'est un coffre-fort électronique par exemple, ou est-ce que c'est du côté du prestataire? Donc, est-ce qu'on peut extraire facilement des données pour les communiquer à première demande si jamais un collaborateur ou un salarié fait une demande d'extraction de données au titre du droit d'accès? Est-ce qu'on peut rectifier des données qui ont été collectées parce que le collaborateur a demandé à bénéficier d'un droit à la rectification de ces données? Voilà. Tu vois, en fait, l'outil doit comporter de manière intrinsèque un certain nombre d'attributs qui permettent à l'utilisateur entreprise de satisfaire à ses propres obligations. C'est pour ça que nous, la plupart du temps, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle des prérequis juridiques, hein, c'est-à-dire que on a une checklist en fait en disant voilà, je veux bien acheter un SIRH, mais il faut que ce SIRH, en plus de toutes les fonctionnalités que vous me proposez, il me permette de répondre à ces exigences. 1, 2, 3, 4, 5, 10, bon, on en a une vingtaine à peu près, qui permet de vérifier que avant d'acheter une solution, cette solution nous permettra de respecter nos propres engagements. D'accord. Alors ce que l'on constate aussi souvent dans la mise en œuvre de SIRH ou de migration d'un SIRH vers un autre système, donc il y a une résistance au changement naturel chez la plupart des humains, heu, qui ne qui nécessite un accompagnement et donc une formation. Comment les entreprises peuvent-elles assurer finalement cette formation qui va fluidifier la prise en main par les salariés du SIRH? Quel est le soutien adéquat aux employés pour minimiser également les erreurs ou les problèmes liés à l'utilisation d'un SIRH? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, c'est très compliqué parce que, pour le coup, là, on a un problème de moyens. C'est-à-dire que là, pour le coup, petit, moyen et gros, ça commence à faire du sens. Quand on est gros, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens à former, mais on a suffisamment de moyens pour faire assez facilement et déployer assez facilement. Moi, j'en ai déjà déployé avec des grandes entreprises, des systèmes de e-learning, par exemple, où tu peux dire, bon, ben voilà, on est en train de vous installer je sais pas, du coffre-fort électronique ou l'usage de la lettre recommandée entre nous et vous, etc. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, mais ça nécessite évidemment des budgets qui sont généralement assez substantiels. Après, quand on est sur des entreprises de taille intermédiaire ou petites, bon, petites, de l'autre côté, c'est l'inverse des grosses, c'est-à-dire qu'il y a peu de salariés, donc on peut arriver presque à faire non pas du one-to-one, mais des réunions de sensibilisation des collaborateurs. Après, quand on est sur du middle market, ce qu'on va souvent voir, c'est la formation d'ambassadeurs, un peu d'ailleurs comme on l'a, encore une fois, avec mon RGPD, des ambassadeurs au niveau des métiers, en disant, ben voilà, vous aurez un leader, un ambassadeur, auprès de qui vous allez pouvoir vous poser des questions, qui va vous sensibiliser. Donc, on va trouver des niveaux très différents de formation et de sensibilisation. Mais là où tu as raison sur un point qui est capital, c'est que de toute façon, déployer un SIRH sans former les collaborateurs salariés, hein, mais aussi sans former les équipes RH elles-mêmes, c'est jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Mmh. Oui, c'est absolument ce que je pense. Et du coup, tu nous as, tu as évoqué et en tout cas, tu nous as donné une facette de l'accompagnement d'un avocat spécialisé, en nous expliquant, en fait, ce que tu, préconisais, tu sais, avec les 20, pas les 20 règles, mais, 20 Les prérequis. voilà, Ouais. les 20 prérequis. Hem
j'allais te dire, comment un avocat spécialisé peut aider une entreprise à naviguer dans cette complexité, liée à la mise en œuvre d'un SIRH, d'un choix d'un SIRH? Comment peut-il aider à prévenir les problèmes potentiels, donc notamment donc avec cette liste de prérequis? Et puis au final, est-ce qu'il y a des recours, heu, s'il y a un problème? Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes avec un SIRH. Quels sont les recours? Il y a il y Comment a il y a ouais, faire? ouais, il y a 3 points dans ce que tu évoques, hein. Le premier point, c'est la partie amont. Alors, ce que je vais dire évidemment, c'est compliqué pour, les petites boîtes, voire les moyennes, ça commence à avoir du sens pour les plus grosses parce que encore une fois, c'est une question de moyens. Mais, il faut nécessairement se poser la question de savoir si, la solution qu'on nous propose, elle est bonne ou elle est pas bonne au sens, juridique du terme, hein. Moi après, bon et pas bon, ça veut rien dire. Ça, c'est une question sur la partie technique et fonctionnelle, ça dépend du goût des utilisateurs. Moi, j'ai pas de parti pris sur le sujet. Mon seul parti pris, moi, c'est le parti pris juridique ou légal. Nécessairement, il faut que la solution me permette à moi d'être respectueux de la réglementation. Donc, ça veut dire que, bah, oui, j'ai mes prérequis et que je vais en amont de la discussion d'achat de telle ou telle solution, challenger le prestataire. Et puis, si j'ai pas de prérequis parce que j'ai pas les moyens d'en avoir, bah, je demande au prestataire de me garantir effectivement, lui, qu'il est conforme à la réglementation. Et pas juste en me disant oui, je suis conforme, parce que moi, je peux poser 1000 fois la question est-ce que vous êtes conforme? On me répondra toujours oui. Hein. Je ne suis pas un malin qui va me répondre bah non, en fait, je ne suis pas conforme, je voulais vous le dire. Donc, c'est pas une question de question, c'est pas que une question à poser, c'est une analyse à réaliser. Après, le deuxième point qui me paraît capital, c'est le contrat. Encore une fois, moi je suis juriste, alors évidemment pour moi c'est plus simple, parce que je vis contrat, je me lève contrat, je me couche contrat, mais quand j'ai un problème, et tu as parlé de problème, bah, le seul dénominateur que j'ai ou la seule base que j'ai, c'est le contrat. Et là, je ne parle pas encore du contentieux, je parle de la qualité du contrat. On a des contrats qui sont parfois surréalistes, voilà, surréalistes, en termes notamment de négation de responsabilité, en termes de dégagement, pour ne pas dire de dégagisme comme certains, de responsabilité et de garantie. Enfin, moi, je suis effaré par voir des contrats dans lesquels il y a des clauses qui sont hautes comme ça, larges comme ça, écrites en noir foncé, voilà, gras, souligné 4 fois en disant je suis pas responsable de ça, 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 je suis pas responsable de ça. Voilà. Après, il y a une autre clause en dessous qui dit au fait, si j'ai oublié de pas être responsable de quelque chose, bah, je suis pas responsable. Après, il y a une autre clause qui dit et puis de toute façon, tous ces autres dommages-là, je suis pas responsable non plus, ce qu'on appelle les soi-disant préjudices indirects, mais généralement, quand on les regarde, c'est tous les préjudices directs. Et puis après, il y a la clause qui tue, hein, qui dit et puis si malgré tout ça, il y avait un juge qui avait l'audace de me responsabiliser, je limite le montant des dommages et intérêts à 3 figues et 2 bananes. Voilà. Et bah là, moi, quand je lis un contrat pareil, j'ai aucune envie de travailler avec ce prestataire. Voilà, il faut être clair. Donc, il y a aussi une lecture critique à avoir du contrat qu'on vous propose. Et il faut avoir un minimum de savoir-faire juridique et contractuel. Et c'est vrai pour des solutions de prêt, mais c'est aussi vrai pour des solutions en SaaS. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait du SaaS qu'on doit proposer des contrats poubelles. Voilà, il faut que ce soit des vrais contrats avec des vrais engagements. Quand on est en SaaS, en plus, on doit avoir des engagements en termes de sécurité, des engagements en Mmh. termes de qualité de service, de niveau de service, qu'on appelle les SLA, de portabilité des données, de récupération des données, de réversibilité. Enfin, Mmh. on doit avoir tout ça. Et si on a tout ça et que malgré tout on a un problème, bah là, il y a plus grand chose à faire. Hein. La seule conséquence possible, c'est la voie du contentieux. Voilà. Alors, Mmh. si possible, un contentieux qui ne soit pas devant les tribunaux avec une expertise judiciaire, on peut arriver à trouver aujourd'hui de manière assez, enfin, plus facile à mettre en œuvre ce qu'on appelle des médiations. Moi, je pratique beaucoup la médiation, c'est-à-dire trouver un médiateur qui à la fois comprenne les enjeux juridiques et aussi les enjeux techniques et qui est capable de, 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 de mettre ensemble les parties et d'essayer de trouver une solution amiable. Moi, je crois vraiment beaucoup à ces vertus-là. Encore faut-il que les deux parties aient envie de discuter. Hein, ça, c'est toujours compliqué. Puis dans une médiation, on fait deux malheureux ou deux heureux, hein, mais il n'y en a jamais un des deux qui est tout heureux et l'autre qui est tout malheureux. Et puis si vraiment tout ça marche pas, bah, de toute façon, on en revient au tribunal. Hein. On est sur un contentieux
bon, pour la plupart du temps, de nature commerciale. Et ça se finit devant les tribunaux. Et quand malheureusement ça se finit devant les tribunaux, bah, c'est une expertise judiciaire et tout le monde sait combien ça coûte et combien c'est lent. Donc, si on peut éviter le contentieux avec un contrat plutôt bien ficelé qui permet à la partie qui n'est pas satisfaite de s'en extraire dans des conditions raisonnables, je pense que c'est quand même un élément fondamental. Enfin, pour moi, il y a le contrat et le contrat. Puis encore, le contrat, c'est pas suffisant, hein. Le contrat, c'est pas l'étape de la loi, c'est pas gravé, hein. C'est-à-dire que, évidemment, le contrat nous sert à mettre en place un projet, mais souvent, le projet, il évolue. Et il faut que le contrat, bah, il soit agile. Alors, j'aime pas le mode agile, hein, comme on dit, le développement agile, etc. Tout ça, je trouve ça un peu un trompe-couillon, mais le contrat lui-même, il faut le faire vivre. Je suis assez effaré par le nombre de clients qui payent des contrats et qu'ils les regardent, enfin qu'ils les exécutent pas, tu vois, avec des clauses, avec je sais pas, des réunions obligatoires, des choses comme ça, puis ils les tiennent pas, puis à la fin, on vient te voir en disant ah et ça a pas marché, ben oui, mais il y avait quand même plein de choses à faire pendant l'exécution du contrat, et ni vous ni le prestataire l'avez fait, donc aujourd'hui, malheureusement, moi j'arrive à la fin de l'histoire et malheureusement, elle n'est pas toujours facile à maîtriser, donc il y a aussi du contract management à faire. Et ça, c'est malheureusement assez souvent ignoré, minoré. Et donc, quand on se retrouve à la fin, bah, on n'a plus que le contentieux, quoi. Et c'est quelque chose que l'on voit assez souvent aussi dans les migrations d'un SIRH vers un autre SIRH. Et est-ce que tu vois des défis spécifiques justement liés à ces migrations de SIRH, des défis qu'ils soient juridiques, organisationnels ou autres, qui méritent justement une attention aussi particulière? Bah, dans les migrations, il y a deux éléments qui sont des éléments extrêmement importants. Il y a d'abord la portabilité des données, c'est-à-dire que je vais passer d'un environnement A à un environnement B. Il y a de grandes chances que comment on appelle ça, la structuration, l'organisation, etc. de A correspondent pas forcément ou complètement à B, hein, sinon bah, on garderait A. Donc, il y a une étude préalable de portabilité, d'interopérabilité entre la solution A et la solution B qui est primordiale. Voilà. Et là, il faut que les prestataires assument des responsabilités sur les études de faisabilité en amont. Et ceux qui se lancent comme ça, juste sur la foi d'un prestataire disant je vous jure, je l'ai déjà fait et je vais le refaire, bah, je pense que ça ne suffit pas. En tous les cas, ça ne suffit pas à mon bonheur. Et le deuxième élément, c'est quand tu parles d'une migration, souvent, tu vas migrer d'un prestataire à un autre. Alors, tu peux faire une migration de toi à un prestataire, bien entendu, voire d'un prestataire vers toi. Mais la plupart du temps, on va faire une migration d'un prestataire vers un autre. Et là, on touche à un autre sujet qui est celui de ce qu'on appelle la réversibilité, et notamment de la réversibilité sortante et de la réversibilité entrante. La réversibilité sortante, c'est en quoi le prestataire qui sort va m'aider et en quoi le prestataire avec qui je vais travailler va travailler aussi avec le prestataire d'avant. Et là, ça crée des tensions absolument dingues, parce qu'évidemment, le prestataire A qui a été viré ou qui ne fait plus l'affaire, ou je ne sais plus, n'a pas du tout envie de travailler avec le prestataire B, parce qu'il a l'impression qu'on va piller son savoir. Le B, lui, comme c'est un gros malin, il a normalement pas besoin du A, puisqu'il aura dit qu'il était capable de faire tout seul toute la migration sans avoir besoin de quelque information que ce soit. Et on se retrouve avec un projet planté parce que le premier n'a pas donné les infos, le deuxième ne les a pas demandées, ou le deuxième n'a pas. Bref, en fait, il faut absolument, au moment où on va signer de toute façon le premier contrat, donc c'est une espèce de chaîne de migration, le premier contrat, la réversibilité de ce premier contrat. Et quand on va signer avec le deuxième, bah, des conditions de réversibilité aussi, mais qui soient à la fois entrantes et sortantes. Donc il faut absolument faire très attention à toutes les problématiques liées à la portabilité des données, à la réversibilité. Et on confond tellement les mots aujourd'hui que moi j'aime bien le mot qui est utilisé dans DORA. Je ne sais pas si tu connais le règlement, mais je crois que si,
Non, moi je connais la petite Nana, tu sais, pour les enfants, Dora Alors, il y a l'exploratrice. Dora l'exploratrice, il y a Dora de la petite amie de Nemo. Heu, Oui. mais Dora, c'est le règlement européen qui touche la sécurité aujourd'hui du monde bancaire et financier. Alors, ça ne nous touche pas là dans notre interview, hein, mais elle est intéressante parce qu'elle parle de plan de sortie. Voilà. Et moi, j'aime bien l'idée du plan de sortie. C'est-à-dire, c'est pas un problème de portabilité, c'est pas un problème de réversibilité dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire un plan de sortie. Je sors de chez toi, je retourne chez moi, ou je sors de chez toi, je vais chez quelqu'un d'autre, ou je sors de chez toi et je vais vers plusieurs autres. Voilà. Et la question, c'est comment toi, que j'ai payé grassement pendant des années, tu vas m'aider à ne pas rester avec mon truc sur les bras, et les autres que je vais payer grassement pour les prochaines années, comment ils vont faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Et ça, c'est encore une fois que des clauses contractuelles. Et Mmh. encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des clauses contractuelles, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas tout. Si on ne les applique pas, si par exemple tu as un plan de sortie qui doit être revu tous les ans et que tu ne demandes pas à ton prestataire de le revoir, bah à la fin, tu vas avoir un plan de sortie qui a 10 ans, qui ne sert plus à rien, qui n'a plus du tout les mêmes référentiels, et tu es planté, tu ne sais pas quoi faire. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, on dit souvent aussi que les SIRH, favorisent la culture d'entreprise et cetera. Comment un SIRH peut-il être utilisé de manière efficace pour favoriser justement une culture d'entreprise positive, une communication transparente entre les employés et les employeurs et cetera, tout en respectant les lois du travail? Écoute, alors là, tu m'emmènes un peu loin de mes terres. On est au C'est fait exprès? Ouais, ouais, non, je sais, on est au niveau des usages. Je dirais que si moi, en tant qu'utilisateur et avocat, je devais me poser la question de ce type d'outil, je dirais que il faut pas du tout minimiser le côté useful, quoi, enfin, comment dire, facile d'utilisation. Voilà. C'est-à-dire que le droit ne doit pas se traduire, moi c'est ce que j'essaye de faire dans mon métier, hein, enfin tu me connais suffisamment pour ça, j'essaye de ne pas rendre le droit pénible, pour ne pas dire un autre mot. Et donc il faut arriver à trouver des outils qui soient à la fois des outils qui soient respectueux de la réglementation, mais qui permettent quand même d'être sympathiques à l'usage, d'évoluer en fonction aussi des pratiques des collaborateurs, parce qu'on voit que les pratiques des collaborateurs évoluent aussi assez vite. Et ils ont de l'appétence ou pas pour la démat, mais en tous les cas, ou pour les SIRH, mais ils peuvent exprimer un nouveau besoin auquel on n'avait pas pensé au moment où on a conçu notre SIRH. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit assez facile à faire évoluer. Voilà, il n'y a rien de pire qu'un SIRH qui est figé, qui a peut-être répondu à une attente d'ailleurs à un moment donné, hein, mais qui ne répond plus, quoi, et qui devient complètement déceptif. Donc, il faut que le collaborateur, au premier usage, trouve son bonheur dans le SIRH, et il faut que ce bonheur trouvé perdure, quoi. Enfin, j'ai l'impression de raconter une histoire d'amour, là. Et tiens, et avec tes clients, avec les histoires d'amour avec tes clients, quel conseil, donnerais-tu finalement, à des entreprises, à tes clients, pour maximiser les avantages d'un CRH tout en minimisant les risques et les défis, juridiques associés? Enfin, encore une fois, j'ai aucune envie de vendre ma soupe, mais le fait est que c'est des projets qui sont des projets à la fois complexes et en même temps, donc ils sont complexes sur un plan technique, ils sont complexes sur un plan juridique, mais ils sont aussi structurants. Parce que si on se plante, bah, d'une certaine manière, on peut être dans un mode extrêmement régressif, déceptif et tout ce qui va bien. Donc, c'est des projets sur lesquels l'accompagnement, et souvent quand on n'a pas la maîtrise interne, l'accompagnement externe apparaît nécessaire. Si on a les compétences internes, il faut vraiment qu'on ait ce qu'on appelle presque maintenant un PM, hein, un product manager. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le SIRH, c'est un produit. Voilà. Ce n'est pas un produit au service des clients, c'est un produit au service des clients internes, c'est un produit au service des salariés. Et donc, il faut effectivement le vivre comme un produit, et donc il faut avoir quelqu'un qui ait l'esprit d'un product manager. Euh,
c'est-à-dire qu'ils sachent comprendre les besoins des gens, exprimer ces besoins, les faire exprimer par les utilisateurs, les transcrire dans un cahier des charges éventuel ou dans une expression de besoin pour permettre de mettre en concurrence les différents acteurs de la place. C'est vraiment cet esprit de l'outil RH est un outil comme les autres dans lequel on doit se mettre dans l'idée qu'il doit servir les intérêts de l'utilisateur et pas uniquement les intérêts de l'entreprise. Merci beaucoup, Eric. Notre live se termine. Merci pour notre échange, pour toutes les informations que tu as partagées avec nous, tous tes conseils, ta transparence. Merci pour tout ça. Merci à nos auditeurs, à nos participants. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Vous pouvez voir les replays également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez rester connecté avec notre actualité Plume Biz en allant visiter notre blog. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Merci encore Eric. Au revoir.